après que c'est vous, parce qu'en direct, les gens n'attendent pas toute la journée sur la chaîne Oui, YouTube en oui, bien attendant qu'il y sûr. ait un truc samedi. Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, édition 2019, et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Meurice. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes en compétition officielle cette année avec Les Grands Espaces, publié chez Dargaud. Dans Les Grands Espaces, vous nous racontez votre enfance dans le Poitou, puisque vos parents voulaient que votre sœur et vous ayez la même enfance qu'eux, ils avaient eu, donc à la campagne. Et on le voit dans cet album, vous ne vous êtes pas du tout ennuyé. Non, absolument pas. Cette enfance a eu lieu il y a pas très loin d'ici, du côté de Niort, dans le Mélois. Et d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de moments adolescents au Festival d'Angoulême. C'était la grande sortie avec le Futuroscope et le Puy du Fou. Non, je me suis pas du tout ennuyée. Mes parents ont retapé une vieille ferme dans les années, enfin, à la fin des années 80, 87 exactement, où j'avais 7 ans. Et donc, je me suis adaptée très vite à ce milieu sauvage, les pierres, la poussière, les toiles d'araignée, et puis les arbres surtout. Et puis on le voit vraiment que tout est prétexte à jeu, et ça m'a fait penser à ce que dit souvent Émile Bravo par rapport au jeu, justement, à dire que le dessin c'est du jeu, en fait, c'est jouer, et qu'on a perdu ça, enfin que beaucoup perdent ça, qu'ils jouent enfant mais qu'ensuite ils arrêtent. Et je me demandais si justement le fait d'avoir eu cette enfance, d'avoir beaucoup joué justement dans cette ferme, dans ce chantier, vous pensez que ça a fait que vous avez continué, vous, à jouer plus tard avec le dessin, ça, et peut-être aussi le sens de l'observation qu'on voit que vous développez en étant là-bas. Oui, Émile a raison. Je crois enfin, c'est vrai que tous les dessinateurs jouent, enfin, tous les enfants jouent dans l'enfance et dessinent. Et puis à un moment donné, il y en a qui s'arrêtent, et puis d'autres qui continuent, qui en font leur métier. Et pardon. Oui, en effet, j'ai beaucoup joué comme les enfants. J'ai beaucoup observé. J'ai beaucoup écouté aussi mes parents qui ronchonnaient pas mal en voyant la campagne un petit peu dégradée quand même par ce qui était l'agriculture productiviste intensive, et on en parle encore aujourd'hui. Mais et ce qui est marrant, c'est que je crois que le fait d'avoir fait cet album, qui est mon deuxième album autobiographique, j'avais raconté, enfin je m'étais raconté dans l'album La Légèreté, publié en 2016, où je parlais de ma reconstruction à travers les arts, la culture et la beauté après l'attentat contre Charlie. Là, c'est le deuxième album où je dis où je me raconte, mais je me dessine donc petite, et depuis que j'ai publié cet album, j'ai l'impression d'avoir vraiment retrouvé la petite Catherine. Oui, et c'est comme si je m'étais autorisée avec ce livre à m'amuser encore plus, alors que je me suis pourtant beaucoup amusée à Charlie Hebdo pendant 10 ans, j'y ai travaillé longtemps, mais on a vraiment beaucoup rigolé avec Charblues, etc. Et peut-être pas le même amusement. Et c'est pas la même chose. Là, j'ai retrouvé quelque chose de plus, peut-être une naïveté mêlée à quand même un sérieux, parce que quand on est enfant, il y a un mélange comme ça. Et il y a des craintes, il y a des enthousiasmes, il y a de l'émerveillement. Et c'est drôle, je crois que cet album m'a aidé à retrouver vraiment l'enfance, quoi. Je la retrouve vraiment dans les pages, et je l'ai retrouvée un peu en moi, et ça fait du bien. Et justement, comment est-ce que vous vous êtes trouvé graphiquement? Parce qu'il y a quelque chose d'immédiat dans cet album, au-delà même de l'histoire, mais dès les premières pages, on est pris par cette histoire, parce qu'il y a cette petite fille qui nous fait à la fois rire, qu'on trouve touchante, qui est très fort graphiquement, je trouve. Comment est-ce que vous avez réussi à vous représenter, à vous trouver? Est-ce que cette petite fille qu'on voit, ça a été le premier jet quand vous avez voulu raconter cette histoire? Vous vous êtes tout de suite dessiné comme ça, voilà. Comment est-ce que ça s'est fait? Ah oui, c'est souvent le premier jet, parce que je suis très impatiente. Puis aussi parce que mon dessin repose sur l'expressivité, donc il ne faut pas trop que je m'attarde. Je travaille bien sûr, hein, je fais des esquisses, etc. Mais à un moment donné, il faut que... Voilà, quand c'est prêt dans la tête, ça sort, en général, c'est bon. Non, mais je suis très simple à dessiner. Hein. Regardez, voilà, je suis coiffée comme ça depuis que je suis petite. Oui, c'est très graphique, quoi. J'ai 4 baguettes de tambour à la place des cheveux, un grand nez, des taches de rousseur, et ça suffit. Et c'est vrai que mon personnage, alors quand j'arrive à la campagne, j'ai 7 ans, j'y suis restée longtemps, enfin mes parents habitent encore à la campagne. Mais dans l'album, j'ai à peu près 7 et 10 ans, je reste un peu floue sur l'âge, mais mon personnage reste tout petit, de la page 1 à la page 86. Et je souhaitais faire cela pour qu'on ait une sorte de Mafalda, un petit personnage comme ça, vraiment tout petit, au ras des pâquerettes, et qui puisse avoir des
des réflexions, des observations d'enfants, parfois d'adultes. Ma voix off d'adulte se mêle un peu à ce petit personnage. Et voilà. Et ça, c'est un ressort de gag aussi, quoi, d'avoir un vraiment petit personnage à gros nez. On trouve ça beaucoup dans la BD. Et on a ce petit personnage qui doit aussi apprendre la patience parce que quand elle arrive dans ce chantier, justement, elle voudrait que ce soit tout de suite Versailles, que ce soit voilà, qu'il y ait des allées, qu'il y ait des bosquets, qu'il y ait tout ça. Et on voit son apprentissage aussi de la patience, que la nature, ça prend du temps en fait à se développer. Oui, ou alors j'ai fait cet album pour essayer de redevenir patiente ou de devenir patiente parce que je ne le suis pas trop. Mais en effet, arriver sur cette espèce de caillou calcaire où il n'y avait pas grand-chose à part quelques ruines qui allaient devenir la future maison, mais de belles ruines parce que c'était une vieille ferme. Voilà, on pouvait lire l'histoire sur les vieilles pierres. Moi, je rêvais de ce que je voyais dans mes manuels d'histoire géo, enfin, des vues de Versailles, des grands arbres. Puis j'avais une grand-mère aussi qui habitait dans la Meuse. Et la Meuse, c'est vraiment une région de forêts, de chênes, de hêtres, vraiment où ce sont des vraies forêts, quoi. Les Deux-Sèvres, c'est moins ça, c'est plus sec. Et je rêvais d'arbres centenaires. Je voulais pouvoir rêver au pied d'un arbre, monter dans les arbres. Et manque de peau, il n'y avait pas ça. Il fallait planter. Donc mes parents ont planté. Et, ça met du temps. Et ça a mis du temps. Mais c'est intéressant aussi de voir les arbres grandir, enfin plutôt de ne pas les voir parce qu'ils nous accompagnent. Je sais qu'on peut voir sur les photos de famille, je pose devant un cyprès et j'ai la taille du cyprès. Puis aujourd'hui, évidemment, le cyprès me dépasse de 15 mètres. Mais je fais dire à mon père dans la bande dessinée que quand on grandit auprès des arbres, en fait, on ne se voit pas vieillir. Et on a un petit peu un sentiment d'éternité, d'immortalité plutôt, puisqu'on voilà, ils poussent en même temps que nous, on les voit pas, et c'est autour de nous qu'on peut se rendre compte que le temps passe, mais auprès des arbres, le temps passe plus lentement et plus doucement, je crois. Il y a des arbres aussi très particuliers dans cet album, et notamment des rosiers, des arbres auxquels vos parents ont donné des noms d'écrivains. Il y a par exemple le rosier de Proust, le rosier il y en a plusieurs, de George Sand. C'est intéressant quand après on fait le parallèle avec vos albums à vous, puisqu'on voit que vos parents se sont entourés d'écrivains à travers les arbres qu'ils plantaient, et vous êtes entourés d'écrivains aussi dans vos albums, en faisant appel à eux, en les citant, en étant nourris d'eux. Oui, exactement. C'est vrai que c'est vraiment en faisant cet album aussi que je me suis rendu compte qu'en fait, les écrivains et les peintres étaient toujours là, mais pas de manière érudite ou universitaire, parce que mes parents ne sont pas du tout comme ça, mais plutôt de manière sentimentale et passionnée. Alors mes parents ont leur bibliothèque de cœur, ils n'ont pas forcément les livres dans la bibliothèque, en tout cas c'est dans leur tête. Voilà, il y a Montaigne, il y a Proust évidemment. Puis moi j'ai ma bibliothèque aussi, ma sœur que je dessine dans l'album a aussi sa bibliothèque personnelle. Et c'est vrai que mes parents avaient l'habitude, depuis toujours, de chourer des boutures. En fait, ce sont de grands sentimentaux. Donc quand ils ont visité la maison de Proust, ma mère me racontait que oh là là, il y avait une aubépine qui sortait, il y avait une rose qui sortait d'une haie qui avait l'air de dire prends-moi, vraiment fais une bouture de moi. Bon. Et parce qu'il y a ça dans la recherche du temps perdu, les objets ont une âme en fait, les plantes ont une âme, on peut rêver comme ça beaucoup. Et donc à la maison, là où mes parents nous ont fait grandir, ma sœur et moi, il y a le rosier de Montaigne, celui qui pousse sur la tour de Montaigne. Mon père a fait une petite bouture il y a très longtemps. Il y a le rosier de Proust, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et ça nous fait rire de se dire que voilà, Montaigne a dû voir ces roses quand il dictait ses essais avec sa petite fraise autour du cou et ses culottes bouffantes. Ça nous a fait beaucoup rire. Et c'est vrai que ça se retrouve dans mes bandes dessinées. Ouais. Mais c'est comme s'il y avait une familiarité, c'est-à-dire que déjà toute petite, le fait d'avoir entendu ces noms, de se dire voilà, ils sont proches, même si ils sont pas présents physiquement, c'est quelque chose qui forcément vous a nourri et a influencé plus tard les envies de lecture et les envies de s'entourer aussi, de se dire ils sont autour, je peux les convoquer en fait, les auteurs. Oui, exactement, je crois que c'est vraiment une envie de s'entourer, d'être accompagné, c'est l'envie d'avoir une enveloppe protectrice en fait, un truc, oui, je pense qu'on est dans la famille, on est des grands sentimentaux, des grands sensibles, et en effet, je crois que petite, je n'ai pas
j'ai pas énormément lu, enfin j'ai moins lu par exemple que ma grande sœur, qui m'a donné envie de lire Pierre Loti, etc., des noms qui se retrouvent dans l'album. Mais j'aimais regarder les livres, ceux qu'il y avait dans la bibliothèque, qui voisinaient avec des albums des bouquins de jardinage, etc., ou des bouquins sur les abeilles. Et j'aimais voir les tranches des livres, rêver devant le... Enfin, j'avais l'impression, en regardant en fait les rayonnages, que je buvais un peu la littérature, que je buvais tous ces écrivains, que voilà, c'était en moi et que j'avais pas besoin de lire les livres. Je m'intéressais presque plus aux images, voilà. Et c'est vrai qu'on n'était pas forcément des érudits et on pouvait rêver rien qu'en prononçant un nom. Ou, par exemple, dans la ferme, il y avait un seul gros arbre, un seul arbre centenaire, qui était un platane. Et on l'a tout de suite appelé Swann, sans avoir lu Proust. À l'époque, on n'avait pas lu Proust, ni mes parents, ni moi. Moi, j'ai lu beaucoup plus tard, vers 30 ans. Mais ça nous faisait du bien, je crois que ça nous réconfortait de se dire on a un gros platane qui est un peu le platane de Marcel. Et puis, on va se promener du côté de chez Swann. On va se promener du côté de chez Swann, on faisait des blagues comme ça, on riait beaucoup. Et je crois que ça nous rassurait, en fait. Ouais. Les auteurs, les écrivains sont présents dans cet album, mais aussi les peintres, puisque vous nous racontez votre première visite au Louvre, où on voit que d'un seul coup, vous vous tournez vers des peintres qui représentaient aussi cette nature qui vous entourait. Ça a été un vrai choc, cette visite, d'un seul coup, de voir la nature à travers le regard et le trait de peintre. Alors ça a été un choc, c'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est en écrivant Les Grands Espaces que je me suis dit bon sang, mais en fait, il y a eu un choc, il y a eu une visite importante et je voulais parler de ces peintres qui m'avaient fascinée gamine et que j'avais laissé un peu de côté par la suite, enfin qui étaient toujours un peu dans ma tête, mais dont j'ai pas beaucoup parlé dans mes albums. Mais en effet, je raconte donc dans Les Grands Espaces une enfance dans le jardin, dans un espace assez clos, très protégé, ou sur un chantier aussi. On voit la maison se construire, avec une métaphore bien sûr de la création. et le seul voyage qu'on fait, le seul moment où on sort, on fait le mur en fait, c'est un voyage au Louvre, à Paris. Et je m'appuie sur une citation de Proust, évidemment, qui est très jolie et qui est que le seul véritable voyage, ce n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais c'est de voyager à travers les yeux des autres, et notamment les yeux des peintres, les yeux des artistes. Il raconte ça dans La Recherche du temps perdu, quand il parle de la peinture. Et voilà ce que je fais, je vais voyager à travers les yeux des peintres, et tout ça évidemment sans le programmer. Et en arrivant au Louvre, je me souviens que j'étais absolument fascinée. Enfin, j'adorais les tableaux qui représentaient la nature. Théodore Rousseau, les Millet, Poussin, des Bosquet chez Fragonard, etc., Watteau. Comme si j'avais absolument besoin alors que j'étais entourée de nature, j'avais grandi dans la verdure, mais j'avais besoin de voir cette verdure représentée par les artistes. Comme si ça pouvait m'autoriser à imaginer, à vraiment faire actionner mon imagination, à déclencher quelque chose dans l'imaginaire, comme si j'avais besoin un peu de l'autorisation des artistes, beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus forts, pour me dire, mais voilà, tu peux rêver encore plus. Voilà. Et vous dites que ce sont des choses que vous avez réalisées justement en faisant cet album, c'est par l'écrit. Vous pensez que ça passe justement le fait de prendre du recul sur les choses qu'on a vécues et de pouvoir justement percevoir quand il y a eu des déclics, des choses qu'on n'a pas analysées comme telles quand on les a vécues, mais que l'écrit permet vraiment ça, l'écrit que ce soit par l'écriture ou par le dessin, mais que c'est vraiment quelque chose qui permet de revivre tout ça et puis d'analyser un petit peu qui on est. Oui, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, oui. Et ça a même été un peu une révélation. Et ça s'est passé après l'attentat contre Charlie avec l'album La Légèreté où je n'avais plus rien dans la tête, sinon le désordre. Et il a fallu que j'écrive. J'ai jamais autant écrit. Alors c'était des bribes, c'était des trucs qui étaient en désordre, qui s'apparentaient à ce que je vivais à l'intérieur et même à l'extérieur, parce que tout Charlie était en morceaux. Mais il a fallu que je note des phrases, et puis les choses sont revenues, les souvenirs sont revenus, et les révélations sont arrivées, enfin les découvertes ont pris corps en fait sur le papier. Et oui, il faut que je passe par l'écrit, ouais. Et l'écrit qui se mélange au dessin, bien sûr, mais pour les deux albums, La Légèreté et Les Grands Espaces, c'est d'abord passer par l'écriture. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne toujours quand ce sont des albums autobiographiques et quand ça remonte justement aussi loin à l'enfance, c'est comment est-ce que
on se souvient de tout ça. Comment est-ce qu'on réussit aussi après à tirer un fil de narration? Parce qu'on peut avoir des souvenirs éparses, mais pas du tout trouver de fil conducteur et qu'il y ait des grands trous. Et voilà, je me demandais comment est-ce que vous avez réussi à réactiver tous ces souvenirs, sachant, vous l'avez dit, qu'après l'attentat contre Charlie Hebdo, vous avez perdu la mémoire, donc il y avait des souvenirs qui n'étaient plus là, qui sont revenus au fur et à mesure. Voilà, comment est-ce qu'on fait le tri aussi en se disant, voilà, tout ce dont je me souviens, et à partir de ça, je vais réussir à tisser une histoire, et avec un fil conducteur, et ce ne sera pas des souvenirs éparses, puisque ça racontera vraiment une seule et même histoire. Mais la nature est bien faite, parce que les choses reviennent assez naturellement, heureusement d'ailleurs, parce que j'ai quand même eu une très grosse frayeur, enfin une frayeur parmi d'autres, hein, après Charlie. J'ai laissé passer du temps, dans la légèreté, je convoque les souvenirs très récents, c'est-à-dire ceux qui ont juste précédé l'attentat, où je ne raconte pas l'attentat, mais où je convoque vraiment des choses du présent, des choses que je vivais à ce moment-là, 2015, début 2016. Et après avoir fait la légèreté, la mémoire est quand même revenue, notamment parce que j'ai été bien entourée de ma famille, aussi de proches et d'amis qui m'ont, sans que je le sache, interrogée sur ce que j'étais, très discrètement, au détour de balades, de sorties. Ils disaient, et comment c'était dans ton enfance? Alors je réfléchissais, et puis en fait les souvenirs revenaient comme ça. Donc non, j'ai vraiment des amis super, très précieux. Et c'est revenu. Et puis après, il y a l'intuition qui vous guide. Et le tri des souvenirs s'est fait. De toute façon, le tri est obligatoire, parce que si on raconte sa vie dans les grandes largeurs, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a vraiment des trucs dont on n'a absolument rien à cirer. Est-ce que c'est pas justement difficile des fois de se dire, ah ben ce souvenir, effectivement on s'en fout, enfin les gens qui vont le lire s'en ficheront et ça apporte rien à ma narration, mais quand même ce souvenir il est tellement fort pour moi que j'ai envie de le mettre. Ça n'arrive pas, ça, des choses qu'on a envie de... Non, ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas, parce qu'à un moment donné, il faut quand même penser au lecteur. D'abord, on ne pense pas au lecteur quand on commence un livre, bien sûr. On va d'abord puiser en soi pardon. Non, on chope des rhumes à Angoulême, c'est terrible. Pas du tout. Voilà. C'est très beau. Oui, c'est le soleil brille. Et je sais plus ce que je disais. Voilà, ça y est, on pense d'abord pour soi. Oui, évidemment, on écrit d'abord pour soi. Et puis après, au fur et à mesure, quand le livre est quand même bien entamé, bien structuré, quand il commence à être bien structuré, on se dit non, mais là, le récit prime. On n'est pas là pour se faire plaisir non plus, se faire une fleur. Et puis, concernant les grands espaces, c'est pas du tout un album de famille, c'est pas du tout un album de photos souvenirs, absolument pas. Il y a une trame, il y a des idées ou des notions qui traversent le bouquin, la transmission, la nostalgie, pas la mienne, mais plutôt celle de mes parents. Pourquoi un attachement aux pierres et aux végétaux, pourquoi les écrivains se baladent, pourquoi cette sensibilité, etc. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans la campagne de cette époque et encore aujourd'hui, la périurbanisation, les pesticides, tout ça se balade. Donc les petits souvenirs où on est fier de soi, on dit non, on peut mettre ça à la trappe. On se les garde juste pour soi. Oui, exactement, c'est bien de pas tout dévoiler. Puis en plus, l'écriture, c'est une transformation, bien sûr. Ce petit personnage, un grand nez, grand pif, oui, je lui ressemble, mais c'est moi et c'est pas moi. C'est devenu le petit personnage de la bande dessinée. Et même si ce que je raconte dans les grands espaces, si tout ce que je racontais est absolument vrai, j'ai remis en scène, j'ai replacé, évidemment. De la création, voilà. bien Évidemment. sûr. Ouais. Et justement, le côté la campagne, les pesticides, je crois que ce projet, qui était peut-être très différent de la forme dans laquelle il est aujourd'hui et du livre qu'on peut lire, mais c'était un projet que vous aviez déjà depuis un moment de parler de cette enfance et de cette campagne avec un ton beaucoup plus sarcastique, avec beaucoup plus, un petit peu plus violent aussi peut-être dans le discours. Oui, mais je n'avais pas envie de parler d'enfance. Enfin, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Je voulais m'appuyer sur ce que j'avais vu dans ma région pour parler des paysages. Je me souviens, ça c'était en 2014, donc avant l'attentat. J'avais commencé à noter des choses, c'était vraiment le bazar, pas possible, mais je voulais parler du paysage, je voulais presque que le paysage soit un peu le personnage principal, et c'était voilà, un ensemble d'impressions, puis de colère aussi, ça, parce que j'étais encore journaliste, dessinatrice à plein temps à Charlie, donc la colère c'était vraiment le quotidien à Charlie, donc je voulais vraiment me farcir les pollueurs du paysage de mon enfance. Et c'était très en colère, et c'était, je pense qu'il y avait un peu d'aigreur aussi dedans, et puis des choses qui peut-être appartenaient, là je parle pas forcément d'aigreur, mais des choses qui appartenaient peut-être plus à mes parents qu'à moi.
Et donc il a fallu faire le tri. Et puis Charlie est arrivé fracassant fracassant tout sur son passage. Et après, le récit autobiographique s'est imposé. J'ai osé, j'ai vraiment pas pensé au début, mais j'ai osé dire, j'ai osé le récit autobiographique d'enfance. Voilà. Et j'imagine que la réception de tous les albums est importante pour un auteur, pour une autrice. On a envie que les gens accrochent, que les gens adhèrent, que les gens lisent. Est-ce que c'est encore plus vrai quand on se met soi-même en scène? Est-ce que malgré tout, même si c'est devenu un personnage de fiction, ben c'est quand même soi qu'on a mis dedans encore plus peut-être que dans les autres albums? Est-ce que ça change quand même la donne? Est-ce qu'on est encore plus, j'allais dire, un petit peu anxieux à l'idée de la réception que vont en avoir les gens? Ou est-ce que ça change rien du tout et un album, c'est un album? Aussi, ça change quand même. Disons que la grosse frayeur, je l'ai eue avant que le livre parte chez l'imprimeur. Que je me suis soudain demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me... Enfin bon, bref, j'embarque tout le monde avec moi, mes parents, ma soeur. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Et une fois que le livre est imprimé, bah, ça devient un objet, il se détache et on le laisse vivre sa vie et ça se passe très bien. Mais non, moi, je continue d'être une grande anxieuse, c'est-à-dire que je me dis toujours, mais le bouquin va être lu par 3 personnes, tout le monde s'en fout. C'est comme ça pour la légèreté, je me dis, mais personne ne va me comprendre. Je raconte une histoire incompréhensible. Ce sera compris que des gens de Charlie en fait et quand le contraire se passe, c'est-à-dire quand le livre est vraiment génial. Partagé, alors là on est et te dire en plus compris, il y a différentes compréhensions. Exactement, parce que les gens peuvent ouais. le prendre complètement différent, oui, mais à partir ça. du moment où ils se l'approprient, c'est ça qui est important et aussi. voilà, c'est assez prodigieux. Et c'est vrai qu'en signature, j'ai parfois vu des lecteurs qui je me souviens d'une lectrice qui avait mon âge et qui me dit, bon bah vous avez raconté mon enfance. Je disais, bah, non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Enfin, ça, c'est alors qu'elle avait grandi dans le Jura, ou je sais plus où, mais ça, c'est quand même Quand génial. chacun se projette et peut s'approprier les histoires. Ouais. Ça, c'est un peu une découverte que je fais avec ces 2 albums, La légèreté, Les grands espaces, où je me raconte, alors que j'avais presque peur de m'imposer ou de déranger. En fait, on se rend compte que l'autobiographie touche beaucoup et c'est une sacrée expérience, parce que là, j'ai vraiment des lecteurs absolument super. Ouais. Et il y a quelque chose aussi qui contribue à la douceur de cet album, ou en tout cas à un aspect poétique, c'est aussi la technique, c'est-à-dire que vous avez dessiné cet album au crayon, alors qu'avant vous utilisiez la plume. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est imposé pour raconter l'enfance, d'utiliser le crayon. Oui, je voulais changer beaucoup de choses toujours après cette fichue année 2015. Et la plume est mon outil de prédilection depuis 15 ans. J'ai fait quasiment tous mes dessins de presse et toutes mes bandes dessinées à la plume. Mais c'est vrai que c'est un outil nerveux, qui pique, qui donne des claques, c'est magnifique, hein, la plume, l'encre de Chine, etc. Parce que je travaille toujours sur papier avec des outils traditionnels. Mais là, je voulais plus de douceur. Je savais que j'allais dessiner des végétaux, de la pierre, donc avec toutes les aspérités de la pierre. Et pour ça, il me fallait un crayon de papier, tout simplement. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui accentue encore plus tout ce que je viens de dire, ce sont les couleurs aussi d'Isabelle Merlet qui sont absolument sublimes, en tout cas je trouve dans l'album, qui apportent vraiment quelque chose, justement ce souffle et ce côté vraiment qui fait qu'en tant que lecteur on est projeté dans votre enfance. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour créer cet univers? Est-ce que vous lui avez dit, voilà les planches, je te laisse carte blanche parce que tu vas trouver quelque chose? Est-ce que vous en avez discuté ensemble pour vous dire ben voilà, il faudrait que ce soit dans tel ton, que ce soit un petit peu pastel, que ce soit... Voilà, comment est-ce que vous avez travaillé? Oui, on a discuté. Alors Isabelle Merlet est une amie et je suis très admirative de son travail et je suis pas la seule. Elle fait un boulot de couleurs absolument génial. On la remarque vraiment quand on regarde certains albums de bande dessinée. Et je voulais que ce soit elle qui mette en couleur mon album pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais envie encore de changer. J'ai jamais fait appel à une coloriste. Donc je voulais que mon imaginaire se mêle à celui de l'imaginaire de quelqu'un d'autre, en l'occurrence d'Isabelle. Ensuite, Isabelle, donc, est une amie. Et enfin, elle habite avec son mari, Jean-Jacques Rouget, du côté de Bordeaux. Et Bordeaux, c'est pas si loin que les lieux de mon enfance, donc il y a une lumière semblable. Et je savais qu'elle trouverait les bonnes couleurs, qu'elle saurait ce que ça donne, la lumière sur une pierre calcaire, etc. Parce que par ailleurs, Isabelle Merlet est photographe. Et en voyant ces photos, je me disais, oui, non, mais elle a un œil, elle va trouver cette lumière dorée sur les pierres, elle va trouver ce vert
fluorescents du printemps qui n'étaient pas faciles à trouver. Elle m'a expliqué aussi, parce qu'on a eu donc des discussions. Elle m'a dit, mais je vais pas te faire des photos. Il y a ton trait au crayon qui est charbonneux. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, si je mets un tel vert dessus, ça noircit tout. Bref, donc elle a mis mon trait en couleur, parfois en bleu, parfois en brun, parfois en vert. Et si vous regardez bien, vous le voyez. En tout cas, ça rend certains passages plus lumineux que d'autres, des passages oniriques où on est vraiment au ras des pâquerettes, des jacinthes et des fougères, où là vraiment il y a un vert, des verts, plusieurs verts absolument magnifiques. Et elle a réussi à trouver une gamme de couleurs pour chaque séquence, parce que même s'il n'y a pas un scénario, il n'y a pas une dramaturgie dans cet album, bien sûr, mais il y a quand même des séquences qui s'enchaînent, et grâce aux couleurs, on le sent, ça, bien sûr. Tout le passage au début avec les pierres, le grenier, la poussière, le bois. On y est. Voilà, on y est vraiment. Elle a trouvé des jaunes dorés, des bruns. Non, je suis vraiment très, très heureuse de ça, d'avoir travaillé avec elle. Et en plus, tout le monde me complimente sur les couleurs, sur ses couleurs. Donc, je suis très, très contente. Ouais. Un dernier mot par rapport, on évoque la campagne, mais cet album, vous l'avez écrit en ville. C'est quelque chose, on voit au début de l'album d'ailleurs, on vous voit adulte qui dessinait une porte sur le mur, qui l'ouvrait, qui d'un seul coup nous permet de vous accompagner à la campagne dans l'enfance. C'est important de ne pas être sur place pour écrire, pour dessiner cette histoire, comme si l'éloignement permettait justement le manque permettait que tout revienne, que les images reviennent. Oui, c'est exactement ça. Oui, il faut une petite frustration. C'est bien d'être frustré parce qu'on désire, le désir gonfle. Et j'avais très très envie de campagne au moment où j'avais commencé à écrire cet album. Et alors je suis revenue plusieurs fois chez mes parents pour me balader comme ça, le nez au vent, et ressentir, voir que voilà, comment dire, il fallait qu'on me confirme, que la nature me confirme qu'elle était bien comme ça à cet endroit-là, que la ligne à trop haute tension que je dessinais était bien comme ça. Bon, donc j'ai fait mon petit reportage discrètement de temps en temps, mais j'écrivais à Paris. Oui, il fallait prendre du recul. Je crois qu'il faut prendre du recul sur son sujet, et d'avoir autour de moi le gris de Paris assez neutre finalement m'aidait à rêver des verts et des bruns et de tout, des arbres, etc. Et de tout ce que je voulais raconter dans les grands espaces. Ouais. En tout cas, vous nous faites bien rêver dans les grands espaces. Merci beaucoup, Merci. Catherine Meurice. Vous allez être en dédicace aujourd'hui pour tous ceux qui veulent vous raconter aussi leurs souvenirs. Peut-être que cette histoire en fait écho, que vous aurez encore d'autres histoires à nous raconter la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver bien entendu tout le programme du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême sur bdangoulême.com. Bonne journée à tous.